Non, n'insistez pas, je refuse que mes vidéos soient sponsorisées par la moindre marque capitaliste. Je ne comprends pas, je vous parle de gros salaires d'au moins 10 000 francs français par mois. Attends, me tente pas avec tes salaires mirobolants. Les camarades spectateurs n'apprécieraient pas que la chaîne soit à la solde du patronariat et de l'impérialisme yankee. Nom de Dieu, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Oh Lénine, relève-toi. Salut mes petits farfadets jaunis par le temps. Bob Zombie est dans la place. Aujourd'hui, on va du côté de chez Haredi avec cet album tiré de la deuxième série qu'a réalisé Haredi sur le bon Captain Milky Way. Ah! Ça remonte à la fin 1984 et le début de 1985, et ça nous rajeunit pas, hein les gros? Non. Il n'y a eu que 4 albums bienvenus, avec le premier appelé L'Homme Dragon, puis Le Mercenaire et Le Dément, qui fait l'objet de notre passionnante vidéo d'aujourd'hui. Mais pour être complet, il faut savoir qu'il y avait aussi Les Dents du Diable, dont j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, et enfin Souvenir, dont le titre est assez con, vous en conviendrez. Aujourd'hui, on parle donc du Captain America numéro 2, intitulé Le Mercenaire et Le Dément. Non, c'est le dément, pas le démon. T'es con, quoi? Sorti en France en mars 1985, il regroupe les Captain America 250 à 252. C'est la période bien Jeune! donc inutile de s'inquiéter au niveau des dessins. On est gâtés, bande de petits vénards, on va se faire pouic. Ah, je sens que vous vibrez d'excitation, mes petits farfadets. Et ça me perturbe. Le premier épisode est donc tiré du Captain America 250 d'octobre 1980 et s'appelle, à tarte, c'est drôle ça, Capt for President. Le scénario est de Roger Stern, qui n'est pas un oiseau, au passage, sur une idée de Don Perlin et de Roger Mackenzie. Je vous en reparlerai tout à l'heure dans une anecdote fort cocasse, vous verrez. Au dessin, c'est donc John Byrne, assisté à l'ancrage de Joe Rubinstein, mais ça, je sais que vous en tapez le coquillard, au même titre que Marion. Marion Cotillard, non? Non. Bon. Cette blague était de très mauvaise qualité. Par contre, dès les premières pages et les dessins de Byrne, une étrange impression de bien-être vient nous habiter, le genre à vous faire dire « Bouquin, je sens que tu veux me pécho ». L'histoire est sympa. Captain America intervient lors d'une prise d'otage à la permanence du nouveau parti populiste. Lorsque tout est revenu à la normale, le vengeur naïf discute avec son président Samuel T. Underwood, et ce dernier décide d'annoncer la candidature du Captain à la présidence des États-Unis sans en demander l'avis au principal concerné. J'entends déjà là les rires, mais ne riez pas de cette histoire, car n'oubliez pas que ce sont ceux qui raillent qui l'ont dans le train. L'information fait aussitôt la une de tous les journaux. Comme la réaction du public est aussi positive que ne l'aurait été celle du public pour un chanteur accroupi qui jouerait du piano debout, ok, c'est peut-être un détail pour vous, bref, Captain America commence à s'interroger sur une telle possibilité. Il se rend alors dans son ancienne école en ruine et se remémore ses cours d'instruction civique. Après mûre réflexion, il déclare lors d'un meeting qu'il ne sera pas candidat. Après, quand on y réfléchit, pourquoi il se serait présenté? Parce que c'est notre projet! Ta gueule! L'histoire peut paraître chiante comme ça, mais il n'en est rien. C'est même super intéressant dans la démarche. Le lecteur ne pourra que s'amuser parfois des propos du vieux Captain désarmant, de naïveté, quand il déclare au début de l'histoire « Si seulement les hommes pouvaient comprendre qu'aucune cause ne justifie le terrorisme ». Cette naïveté a quelque chose d'attachant. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. C'est pour ça qu'on l'aime, notre Steve Rogers. Mais s'arrêter à ce point de détail, comme le disait Jean-Marie, serait assez réducteur. Car lors de son discours de non-candidature, il assène une phrase qui résume parfaitement le bonhomme quand il dit « J'ai combattu toute ma vie pour le progrès et la réalisation du rêve américain. Mes obligations faire ce rêve limiteraient mes possibilités d'en préserver la réalité. » C'est magnifiquement bien écrit. Le récit nous montre qu'il est difficile de passer du rêve à la réalité, et le bon vieux vengeur ne souhaite pas vraiment franchir le pas. Il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, Roger Stern a raconté dans le courrier des lecteurs de ce numéro 250 que l'idée de faire de Captain America un candidat à l'élection présidentielle lui avait été proposée par Roger Mackenzie et Don Perlin à l'époque où Stern occupait la fonction d'éditeur. Sauf que dans la version de Mackenzie et Perlin, le Captain Milky Way était élu. Au passage, vous aurez remarqué que ce numéro 250 est daté d'octobre 1980. Bah oui, je la vois, je suis pas abruti. C'est-à-dire qu'il est paru durant la campagne présidentielle de 1980 qui vit Ronald Reagan succéder au vendeur de cacahuètes Jimmy Parter. Bah c'est pas drôle ta blague. T'es hyper négatif, toi, je te supporte pas. Puis l'album Haredi enchaîne avec un épisode appelé Subtil Chantage, tiré du Captain America 251 de novembre 1980. On a toujours la même équipe à la réalisation. Cette fois-ci, un commando permet à Mr. Hyde de s'évader de sa prison. Ce Mr. Hyde a un regard vraiment flippant. Je n'ai jamais aimé ses airs. Ah, Mr. Hyde, ça faisait longtemps que les lecteurs ne l'avaient pas vu traîner dans
les BD. La dernière fois qu'il avait affronté le Captain America, c'était dans Captain America 151-152 en juillet-août 1972, traduit chez Haredi dans Panique sur Park Avenue, dans le Captain America numéro 11, durant le 3e trimestre 1980. Ouais, non, on s'en fout. Drogué, pour l'empêcher de s'évader, Hyde se réveille dans le QG de Batroc. Oui, ce bon vieux Frenchie au langage suranné, mais tellement sympathique. Oui, Batroc, c'est ça, et certainement pas ça. J'arrive pas à croire que le MCU ait pris cet acteur pour faire Batroc, quand même. A l'époque, la dernière apparition de Batroc remonte à Defender 64 en octobre 1978, que nous avons pu lire dans le Hulk numéro 22 en juillet 1982. Ah ouais, je sais, avec moi c'est précis. Mais sa dernière rencontre avec Captain America a eu lieu dans le Marvel Team-Up numéro 52 en décembre 1976, traduit dans le Captain America et Spider-Man du 3e trimestre 1980, dont j'ai déjà fait une vidéo au passage. Bref, c'est Batroc qui a mis au point l'évasion en échange de 5 millions de dollars. Mais Hyde n'a pas cette somme, et il lui propose de s'associer pour faire quelques coups fumants. Les deux malotrus s'emparent d'un super tanker de la Roxxon contenant dans ses soutes 50 000 tonnes de gaz liquide, avant de lancer un ultimatum au propriétaire à qui il demande 1 milliard de dollars, sinon ils feront exploser le navire dans le port de New York. Batroc demande même à ce que Captain America leur soit livré. Captain accepte de jouer le jeu. Je vous laisse le plaisir de découvrir ou de redécouvrir la lecture de cet épisode, qui voit quand même Hyde péter le stick à Captain America et le mettre get down on the floor assez rapidement. Et lorsque Captain America se réveille, il est enchaîné à la proue du super tanker, lancé à toute vitesse vers les quais du port de New York. C'est un épisode vachement bien rythmé et même dramatique avec un duo de vilains que tout oppose au final. Et la magie prend bien, on se délecte de cette histoire. C'est l'occasion de découvrir Mademoiselle Monique, la compagne de Batroc, qui fait ici sa première apparition. C'est aussi Bernie Rosenthal qui tape de plus en plus l'incruste dans la vie de Steve Rogers, chose nécessaire car cela permet d'humaniser le bon vieux Captain engoncé dans sa condition d'homme blanc cis-hétéro comme on le dit maintenant, qui avait bien besoin d'humanité depuis la disparition de Sharon Carter, même si Bernie n'est pas le genre à avoir le stromboli en feu. Cet épisode est le premier à compter 22 pages au lieu de 17. C'était à l'époque la nouvelle norme des séries Marvel, et il semblerait que Roger Stern ne l'ait pas vu venir au moment de l'écriture de son scénario, ce qui explique les premières pages de l'épisode, offrant 4 pages de flashback sur le passé de Captain America depuis son retour dans le monde moderne. Ce qui est relativement inutile quand on connaît le bonhomme. Tu m'étonnes. Puis l'album enchaîne avec l'épisode Feu de glace, tiré du Captain America 252 de décembre 1980. Attaché à la proue du supertanker, Captain America est finalement sauvé par Batroc, qui discrètement donne du lest aux chaînes qui l'entravent. Batroc est un voleur mais pas un criminel. Il était hors de question pour lui d'emmazouter le pingouin du bon vieux Captain. Et je trouve que ça donne encore beaucoup plus de sympathie et de classe au bonhomme. Batroc, qui a oublié d'être con, comprend vite que Mr. Hyde est un gros bâtard qui ne compte pas se contenter de la rançon d'1 million de dollars. Il compte comme Henry Lecomte. Non? Bon, il compte vraiment détruire New York. Genre, après faudra appeler le paysagiste, tu vois. Tout dégénère en baston, mais les coups du Frenchie sont sans effet sur la puissante corpulence de Hyde. Faut dire que c'est pas en y allant à grands coups de chasser bas dans les mollets que tu vas défoncer le gaillard. Faut plus que du lancer de converse pour déstabiliser le bonhomme. Mais il va finir par recevoir l'aide de Captain America, et tous deux finissent par combattre côte à côte le mastodon. Je vous laisse découvrir la fin de la baston qui est vraiment sympa. C'est vraiment un très bon épisode avec cette opposition soudaine entre Hyde et Batroc. Roger Stern fait un portrait très sympa de Batroc qui se révèle être avant tout un homme d'honneur et de principe. En fait, Batroc n'a jamais été aussi bien réussi dans cette histoire, et pour une fois que les Amerlocs ne conchient pas les Français, dans une BD, je pense qu'il faut le signaler. Comme dit précédemment, Roger Stern n'avait pas prévu de raconter son histoire en 17 pages au lieu de 22 prévues, et on se retrouve en fin de BD avec une galerie de portraits dans les 5 dernières pages bien inutiles. Roger Stern aurait d'ailleurs déclaré à ce sujet à l'époque, encore eût-il fallu que je le suce. Alors que dire de cet album Haredi? Eh bien, il est totalement réussi, les dessins sont superbes et font plaisir aux mirettes mais belettes. Ça fait du bien. Sans compter que les histoires sont prenantes. C'est une véritable réussite que je conseille à tous ceux qui aiment le Captain. Vous pouvez y aller franco, vous ne l'aurez pas dans l'oignon en mettant la main dessus. C'est du suppositoire mémoriel, ça fait du bien. Ce bouquin est tout aussi prenant que Les Dents du Diable dans la même série, et donc ce Captain America est indispensable dans votre collection. Eh bien voilà, mais c'est très bien. Laisse pause blow et n'achetez pas chinois, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures nostalgiques. Salut les geeks! Libre de droit, générique libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.
Qu'est-ce que tu cherches? Bah, j'essaye de voir si papa ne m'a pas laissé des consignes pour se débarrasser du défraculateur, mais je trouve rien. C'est normal, tu cherches dans ces dossiers fiscaux. Ah ouais, je me dis aussi, je comprenais pas à quoi servaient tous ces chiffres. Tiens, gros. C'est quoi ça? Bah, regarde. Ah bah ça alors! Des consignes pour me débarrasser du défraculateur! Bien fait le scénario! Demande de l'aide au père Fourreur, il habite à Bestagen-Bergestadt. Mais je sais pas où c'est moi, Bestagen-Bergestadt. Attends, tu connais pas Bestagen-Bergestadt? T'es aussi inculte que les jeunes d'aujourd'hui? C'est une petite ville du Bas-Rhin, berceau de la danse contemporaine et du mauvais goût. Tu connais pas? Culturellement, ils sont number one. Fais un zoom sur mon œil pour que le spectateur voit ma détermination à accomplir cette mission. En route pour Bestagen-Bergestadt. Comment que c'est le putain de ta race? Dark Zombie, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Mais t'as une drôle de voix. Ouais, avec Michel, on a déconné sur l'hélium. Ah, je comprends. Ça va? La famille, tout ça? Ouais, ça roule. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai détecté la présence de mon dernier défraculateur dans les locaux d'Amazing Geek. Je suis en route pour le récupérer. J'ai un nouveau vaisseau spatial, mais il n'est pas encore débridé. Et je peux pas le pousser à fond. Oui, faut pas déconner avec ça. Et du coup, je t'appelle pour que tu récupères le défraculateur avant que Zombie s'en débarrasse. Bon, y a pas de raison. Si, il vient de le dire dans sa vidéo. Bon, ok, ça te fera 15 francs, payable en 2 fois. 7 francs 50 maintenant et 7 francs 50 après la livraison. Ok, va pour 15 francs. Tu me sauves la mise, gros, car j'ai peur d'arriver trop tard. Là, je suis du côté de Montbrison, ça circule bien, mais j'en ai bien pour 4 ou 5 par sec encore. T'inquiète, tu l'auras à ton arrivée, le défraculateur. Ah bah c'est bien gentil, hein. Allez, je te laisse, bisous. Ouais, bah, bisous. La brute, on a du boulot. On va chez Zombie.